911, quelle est votre urgence? Bonjour, je vous appelle car il se passe quelque chose d'étrange avec ma fille. Qu'est-ce qui se passe exactement? Elle est en pleine crise depuis hier et elle a avoué un meurtre. Un meurtre, vous dites? Oui, un meurtre, celui de la nouvelle compagne de son mari. Voici ce à quoi devait ressembler l'appel de Margaret Byers auprès des autorités le 16 février 2010. Depuis une journée, elle vit une situation terrible, tout comme ses petits-fils l'ayant appelée à l'aide. Sa fille Sheila Trott vit une sorte de crise depuis plusieurs heures, ce qui ne lui ressemble pas. C'est au travers de sa folie et de sa détresse que ses proches ont compris qu'elle avait fait quelque chose de mal. Elle est allée plus loin, conduisant ses fils jusqu'à un cadavre. Notre affaire prend place dans la petite ville de l'Indialantic, en Floride. Nous sommes sur une localité d'environ 3000 habitants sur le littoral atlantique. Indialantic n'était au départ qu'un regroupement de terres acheté entre 1919 et 1921 par Ernest Cohen Owen. La ville s'étend avec la construction d'un hôtel en 1920, puis d'un casino en 1924. Indialantic se trouve à 110 km d'Orlando, l'une des villes les plus importantes de l'État. Maintenant que je vous ai situé à peu près où se trouvait notre histoire, on se lance sur le sujet. Sheila Graham est née le 8 octobre 1965 dans l'État de l'Ontario, au Canada. Elle est la fille de Margaret Byers. L'identité de son père n'est pas connue, donc je pourrais pas vous dire s'il a fait partie de sa vie ou non. Depuis son enfance, Sheila aime beaucoup l'eau. Elle rêve de vivre dans un endroit proche de l'eau, afin de pouvoir en profiter toute l'année. À l'âge adulte, elle s'envole aux États-Unis, et plus précisément en Floride. Elle s'inscrit à l'université dans le but d'étudier l'océanographie. On sait d'elle également qu'elle est végétarienne et qu'elle aime beaucoup les fleurs, les roses notamment. C'est dans les années 1980 qu'elle fait la connaissance de Daniel Trott. Le coup de foudre est immédiat et le couple se forme. Les années filent dans le bonheur absolu pour les deux jeunes gens. Le mariage suit naturellement le 26 août 1989. Sheila cumule deux activités professionnelles en plus de son emploi d'instructrice de plongée. Elle souhaite apporter son soutien à son mari, qui se trouve dans une école d'aviation. Le jeune homme aimerait devenir pilote et les études coûtent cher. Mais le pari va fonctionner. Sheila peut désormais lâcher un peu l'est et se concentrer sur autre chose. Elle se lance comme agent immobilier. Deux garçons ont entre-temps complété la famille Trott. Creighton en 1991 et Graham en 1994. Après des années de labeur, ils peuvent s'offrir des vacances, notamment à proximité de points d'eau. La famille se rend à plusieurs reprises du côté de la baie de Pentagwitchin au Canada. Cet endroit tient beaucoup à cœur à Sheila, car c'est là qu'elle a appris à nager. Après plusieurs années, Daniel prend un tournant dans sa carrière. Il devient maire d'Indialantic entre 2002 et 2006. Le couple Trott est bien vu dans la ville et entretient son cercle social. Sheila est brillante dans son travail. L'entrée en politique de Daniel lui a permis de se faire des relations. Tout semble aller pour le mieux pour la famille Trott. On ne connaît aucun problème avec le couple et les garçons poursuivent leur parcours de façon exemplaire. Ici, faisons un petit bond dans le passé. Sheila et Daniel sont unis depuis 20 ans au moment de notre récit. Les années ont eu en quelque sorte raison de leur couple. Ils se sont progressivement éloignés l'un de l'autre. D'ailleurs ici rapidement, j'aimerais vous poser une petite question. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, des relations qui vont durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça peut encore exister selon vous? On est arrivé à un stade où je trouve ça tellement rare de trouver des gens sérieux qui vont durer longtemps dans leur relation. Je sais pas si c'est moi ou mon imagination, mais j'ai un peu cette impression. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Enfin bon, comme je le disais, leur couple va s'essouffler au bout de 20 ans de relation. Sheila avait connaissance des relations extra-conjugales de son mari. Elle a remarqué également que Daniel laissait son alliance de côté. Elle l'a confronté à ce sujet, mais l'homme lui a assuré qu'il ne se passait rien. Sheila ne supportait plus cette situation. En janvier 2009, elle demande le divorce. Sheila décide de faire de nouvelles activités. C'est le moyen pour elle de sortir un peu de cette période émotionnellement chargée. C'est également dans ce genre de moment que l'on retrouve des connaissances. Sheila retrouve Kelly Brennan et lui propose de sortir à nouveau ensemble. Les deux femmes se connaissent depuis presque 20 ans. Elles ont cette forme d'amitié où on se sépare puis on se retrouve quelques années après sans que rien n'ait changé.
Sheila et Kelly se sont déjà côtoyées lors de fêtes ou d'événements sportifs. Elles connaissent respectivement leur mari. Kelly est dans une situation similaire avec celle de Sheila. Son mariage est également dans la tourmente. Elle n'hésite pas à faire des confidences au sujet de son mari. Elle assure à Sheila qu'elle se ficherait de savoir que son mari a des liaisons. Sheila trouve la confidence étrange, mais elle n'y accorde pas plus d'importance. Elle songe simplement au fait que Kelly n'aime plus son mari. Daniel, de son côté, quitte le domicile familial et emménage ailleurs. Le processus de divorce est enclenché. Il n'a d'ailleurs pas l'intention de se battre pour récupérer sa femme. Il s'était convaincu de passer à autre chose et de recommencer sa vie. Daniel rejoint un groupe de cyclistes dans le but de se changer les idées. La coïncidence veut que Kelly fait également partie de ce groupe. Il est temps que je vous présente qui est Kelly exactement. Parce que comme vous l'imaginez, cette coïncidence ne va pas passer inaperçue. Kaylee Lynn Brennan est née le 5 septembre 1964. Elle est la fille d'Alice Dobson. La fratrie Brennan est composée de 4 enfants en plus de Kelly: Beverly, Deb, Colin et Kimber. Elle est infirmière depuis plusieurs années au centre médical régional Holmes. Kelly est très appréciée au travail par ses collègues et ses patients. Elle est vue comme une personne aimable et souriante. Kelly est également connue pour son sens de l'humour ainsi que ses éclats de rire. Elle conserve sa joie de vivre et son entrain malgré une terrible épreuve. Elle reçoit un diagnostic de sclérose en plaques. Il s'agit d'une maladie auto-immune touchant au système nerveux. Les symptômes sont nombreux, dont la fatigue intense, les troubles de la vision et de la marche. Chaque cas est différent et il existe seulement des traitements pour améliorer le confort de vie des patients. La maladie est malheureusement incurable. Malgré ça, les journées de Kelly sont remplies. Si la maladie la rattrape de temps en temps, l'infirmière ne se plaint pas. Elle force l'admiration de ses collègues. Kelly offre de son temps également en dehors de son travail. Elle s'est rendue au Maroc avec ISMS Opération Kids. Il s'agit d'un organisme qui envoie des médecins et chirurgiens pour intervenir dans des secteurs pauvres du monde. L'infirmière vient en aide à une 60aine d'enfants lors de son séjour. La jeune femme a plusieurs passions dans la vie en plus de son métier. Elle aimait faire du kayak et du vélo. Kelly recueille notamment des fonds pour la sclérose en plaques lors d'événements en lien avec le cyclisme. Elle va d'ailleurs plus loin en créant un groupe de cyclistes. La jeune femme a une soif de vivre, de faire des sorties liées au sport ou à la culture. Même malgré son quotidien bien chargé, Kelly n'en oublie pas pour autant sa famille. Elle est mariée à Gino Rallo depuis un certain temps maintenant. L'homme exerce en tant que gérant dans un restaurant. Elle est également proche de sa famille et de ses amis. On sait qu'on peut compter sur elle en cas de besoin. Comme on peut le voir, c'était une très bonne personne et très admirable. Enfin bref, reprenons le cours de notre histoire là où on s'est arrêté. Daniel et Kelly se rapprochent davantage du cyclisme. Ils se connaissent depuis plusieurs années et ils n'ont jamais pris le temps de véritablement se parler. Kelly était l'amie de Sheila. Et donc c'était plutôt les deux femmes qui passaient du temps ensemble. Au travers de cette activité de groupe, les langues se délient et les sportifs se parlent. Daniel et Kelly débutent par la suite une liaison. L'homme est séparé, contrairement à sa nouvelle compagne. La situation est d'autant plus perturbante qu'ils ont Sheila en commun. Kaylee s'est rapprochée de son ami de l'époque depuis la séparation. Le couple était obligé de cacher sa relation. Mais la supercherie ne dure pas et les premiers soupçons se portent sur eux. Malgré l'épreuve de la liaison, Daniel et Kelly refusent de reconnaître leur histoire. En parallèle, les conflits entourant le divorce de Sheila et Daniel s'amplifient. Sheila sait que son mari et son ami ont une relation. Kaylee quitte à son tour le domicile conjugal après quelque temps. Elle se trouve un logement en colocation avec une autre femme. Elle aspire à une nouvelle vie, avec Daniel à ses côtés bientôt. Même si leurs divorces ne sont pas encore finalisés. Gino, le mari de Kelly, n'accepte plus la situation. Il en vient à appeler Daniel à plusieurs reprises, certainement dans le but d'exprimer sa colère. Mais comme ça ne fonctionnait pas, il se rend directement au domicile de Daniel. L'homme trompé casse la porte et agresse l'ancien maire de la ville. Une année passe sans que les procédures de divorce respectives n'aboutissent. Sheila rentre chez elle un soir sur les coups de 22h30. Après avoir passé un peu plus de 4 heures à l'extérieur. Elle était partie vers 18 h pour effectuer quelques courses au Walmart du coin, un supermarché. Graham, qui a alors 16 ans, se trouve à la maison avec sa petite amie. Il se rend compte assez vite que sa mère ne va pas bien et attend que son frère revienne du travail. Sheila est étourdie, dans un état second, et tient des propos incohérents. Elle va même jusqu'à frapper sa tête contre les murs.
La mère des garçons fait une sorte de crise qui va choquer son entourage. Grayton, le deuxième fils, finit par arriver et il se trouve à son tour confronté à sa mère. Les secours sont contactés directement. Les ambulanciers examinent la femme sans déceler quoi que ce soit de suspect. Sheila est en pleine forme physique malgré ce que l'on pourrait dire. Ils invitent Grayton et Graham à rappeler si leur mère ne va pas mieux d'ici les prochaines heures. Le numéro du 911 est à nouveau composé. L'ambulance conduit Sheila à l'hôpital afin qu'elle subisse des examens un peu plus poussés. Ses fils sont toujours auprès d'elle à ce moment-là. Ils attendent de savoir ce qui se passe vraiment. Mais les examens dans l'établissement médical ne donnent rien de plus. Sans résultat, ils rentrent tous à la maison et vont se coucher. Le lendemain matin, Sheila n'est pas revenue à son état normal. Ses propos sont un peu plus précis, bien qu'ils ne soient pas plus rassurants. Elle parle de la nouvelle compagne de son mari, d'un sorte de rêve qu'elle a fait à propos d'elle. Sheila pense qu'elle est blessée et qu'elle se trouve au niveau d'une plage de Marks Landing, à un quart d'heure d'Indialantic. Elle assure qu'elle voit le visage de Kelly et qu'elle ne va pas bien. Grayton et Graham ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. L'endroit désigné est désert et ce n'était pas le genre de coin où on se promenait vraiment. Après quelques minutes de recherche, c'est avec horreur que le petit groupe tombe sur un cadavre. Ils découvrent par la suite un sac, semble-t-il laissé à l'abandon. Grayton et Graham ne souhaitaient pas rentrer à la maison avec leur mère dans cet état. Ils conduisent Sheila à l'hôpital afin qu'on l'examine. Les garçons se sentent impuissants face à une telle situation. Et tu m'étonnes. Imaginez-vous juste une seconde à leur place. Votre mère qui vous amène directement vers un cadavre. Juste à imaginer, la scène est complètement folle. Ils appellent leur grand-mère maternelle pour la tenir informée. Cette dernière est choquée en entendant ce que ses petits-enfants lui disent. Elle se rend tout de suite chez sa fille afin de se rendre compte de la situation par elle-même. Margaret interroge sa fille. Elle essaie de comprendre ce qui se passe. Elle finit petit à petit par comprendre ce qu'était en train de dire sa fille, Sheila. Margaret comprend qu'elle s'en est prise à Kelly, la nouvelle compagne de Daniel. Comme ses petits-fils sont jeunes et qu'ils n'ont pu que l'appeler elle à l'aide, la grand-mère prend une lourde décision. Elle prévient le 911 et retranscrit de son mieux les révélations faites par sa fille. C'est du côté de Melbourne Beach que les autorités doivent se déplacer. Un hélicoptère est envoyé sur la côte dans la zone renseignée. Il devait absolument repérer le corps. Celui-ci est finalement découvert dans des broussailles, sur un terrain vague non loin de la plage. Après la localisation, des adjoints du shérif sont envoyés sur place pour figer la scène du crime. C'est le cadavre d'une femme qui se trouve étendue sur la plage. Elle est vêtue d'une tenue de sport ainsi que de baskets. Les traces à l'arrière de son crâne ne laissent aucun doute sur ce qui lui est arrivé. La victime a été frappée à l'aide d'une arme contondante. Le rapport du médecin légiste confirmera plus tard qu'il s'agissait d'un marteau. Le sac trouvé non loin par les fistrottes donne de nombreux indices. Il contient des papiers d'identité ainsi qu'un portefeuille. Les cartes sont toutes au nom de Kelly Brennan. Kelly a été signalée comme disparue par sa colocataire à peine un jour plus tôt. Le 15 février 2010, Kelly avait rendez-vous avec son entraîneur personnel. Mais elle ne se présentera jamais à ce rendez-vous. Daniel et Kelly devaient se retrouver dans la soirée dans le même gymnase. L'homme rentrait d'un déplacement professionnel en dehors de la ville. Il a fait part de la situation à la colocataire de Kelly qui a commencé à s'inquiéter. Les deux individus ont fait le tour de divers postes de police et hôpitaux en voyant qu'elle n'était pas chez elle. Comme vous l'avez compris, c'est dans les heures qui suivent qu'on apprend la vérité sur son sort. Kelly n'a pas été tuée du côté de Melbourne Beach. L'endroit était trop propre, si on peut le dire ainsi. Il est relativement isolé, ce qui aurait permis de dissimuler le corps un certain temps. Les traces de sang sont moindres par rapport à ce que l'on pourrait s'attendre d'une scène de crime. La victime a été tuée ailleurs puis déplacée jusqu'ici. Les autorités se rendent à son adresse afin de faire des vérifications. Elles y découvrent des traînées de sang. Kelly a bien été attaquée chez elle. Cependant, son véhicule ne se trouve pas sur place. Les enquêteurs révèlent tous les éléments nécessaires à la recherche dans le registre national d'immatriculation. Un véhicule correspondant se trouve non loin du terrain de Melbourne Beach, sur Cato Court. Si le véhicule semble propre à première vue, la fouille permet d'identifier des traces de sang. Les analyses ne permettent pas de confronter l'identité de la personne à qui le sang appartient.
Le meurtrier, ou plutôt la meurtrière de Kelly, a en tout cas utilisé le véhicule de la victime. Elle a ensuite procédé à un nettoyage afin de l'abandonner comme si de rien n'était. Sheila est placée en état d'arrestation le 18 février, soit 3 jours après le décès de Kelly. Une demande de libération sous caution est déposée par l'avocat de Sheila, maître Richard Riel. Les documents requièrent une caution d'un montant de 10 000 € et un placement sous bracelet électronique. La demande est rejetée par le tribunal. Les déclarations de l'accusée sont nombreuses au sujet des faits. Elle prétend qu'elle n'aurait jamais voulu la mort de son ami. Sheila indique d'ailleurs avoir entraîné Kelly dans les bras de son mari. Elle se disait que la procédure de divorce serait ainsi plus rapide. L'accusée avait assuré à la victime qu'elle était le genre de femme de Daniel. Sheila conseille Kelly sur la conduite à prendre. Elle aurait notamment invité son ami à perdre un peu de poids pour plaire davantage à Daniel. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que cette explication est lunaire. Je peux comprendre qu'on souhaite caser ses amis avec des personnes qu'on connaît. Mais là, on parle d'un mari avec qui tu viens de te séparer il y a peu de temps. Permettez-moi de vous dire que je trouve ça très bizarre. Et de ce qu'on sait ici, Daniel et Sheila avaient des rapports plutôt très tendus. Jamais elle aurait souhaité qu'ils se remettent en couple avec une amie à elle. Sheila revient sur ce qu'elle a pu dire face à ses fils. Elle raconte une histoire encore plus surprenante. En réalité, ce n'est pas elle qui a fait du mal à Kelly, mais une tierce personne. Elle n'est pas capable de fournir un nom afin d'étayer cette histoire. Plus troublant encore, elle aurait suivi l'agresseur jusqu'au lieu où le corps de Kelly a été jeté. Le scénario du crime se dessine progressivement par les enquêteurs. Ils pensent que Sheila était jalouse de Kelly et de la relation qu'elle entretenait avec son mari. Sheila aurait attendu que sa rivale quitte son domicile afin de l'attaquer à l'aide d'un marteau. Kelly n'a pas eu la possibilité de se défendre, ayant reçu des coups de dos. En regroupant les diverses informations, Kelly serait morte entre 19h48 et 20h15. Suite à son acte, la meurtrière a traîné le corps de sa victime jusqu'à son propre véhicule. Elle a pris la route et l'a ainsi jeté sur la côte, là où le corps a été retrouvé un peu plus tard. Sheila s'est par la suite débarrassée de la voiture de Kelly. Elle est rentrée à pied jusqu'à sa victime, avant de récupérer sa voiture à elle et elle est rentrée. Les funérailles de Kelly ont lieu à l'église Holy Trinity de Melbourne le 27 février 2010. Ce qui trouble le bon déroulé du travail d'investigation, c'est l'absence de preuves. En effet, tout repose principalement sur les déclarations de Sheila. Le corps de Kelly ne porte aucune trace reliant son meurtre à la principale accusée. L'arme du crime n'est pas retrouvée et la maison de Sheila n'a rien révélé d'incriminant. Aucun vêtement avec des traces de sang de la victime, par exemple. Les enquêteurs supposent que Sheila s'est munie d'une combinaison pour procéder au meurtre. Ainsi, elle aurait pu éviter de recevoir du sang sur elle. Il ne lui suffisait ensuite que de se débarrasser du vêtement en même temps que l'arme du crime. La préméditation ne fait alors aucun doute. Sheila plaide non coupable concernant le crime. Un procès aura bel et bien lieu. Celui-ci s'ouvre le 9 septembre 2014 dans le cadre de l'affaire du meurtre de Kelly Brennan. La procédure est prévue pour durer 1 semaine. Si l'accusation estime que la jalousie de Sheila a entraîné les faits, ce n'est pas le cas de la défense. Les avocats de Sheila penchent plutôt sur la théorie du mari délaissé par sa femme. Gino Rallo passe alors pour un coupable tout désigné. Il est appelé à témoigner dans le cadre de la procédure. Quelque temps avant son décès, Kelly avait fait part à son mari de son intention de quitter la maison. Elle souhaitait entamer une nouvelle vie. Gino n'avait pas supporté cette annonce. Une violente dispute s'en était suivie. Gino et Kelly en étaient même venus aux mains. L'interrogatoire de la défense est assez terrible. L'avocat de Sheila tente de déstabiliser l'ex-mari de la victime. On laisse supposer qu'il aurait pu vouloir tuer sa femme dans le but d'obtenir son assurance vie. Elle s'élevait alors à 250 000 $. Mais Gino va démentir toutes ces allégations. Même s'il savait que sa femme l'avait trompé plusieurs fois, il ne souhaitait pas la quitter. Cette annonce l'a profondément choqué. Kelly et lui n'avaient d'ailleurs pas eu le temps de s'expliquer sur cette dispute avant son décès. L'accusation a cependant des témoins de première importance. Les fils de Sheila viennent également à la barre pour raconter ce qu'ils ont vécu et vu. Ils ont assisté à la crise de leur mère et ils ont découvert eux-mêmes le cadavre. Le fameux rêve de Sheila ne pouvait pas en être un. L'accusé avait forcément quelque chose à se reprocher. Le meurtre de la maîtresse de son mari, par exemple. Le procureur général fait une déclaration au sujet du crime. Une fois que ces coups l'ont rendu invalide,
Madame Brennan n'a plus été en mesure de se défendre. C'était une attaque brutale et vicieuse. Kelly n'a pas vu venir l'attaque et n'a pas non plus pu se défendre pour sauver sa vie. La délibération dure 3 heures avant que le jury rende son verdict. Sheila Graham Trott est déclarée coupable de meurtre au premier degré le 16 septembre 2014, donc meurtre avec préméditation. Elle écope par la suite d'une condamnation à perpétuité. Il s'agit de la peine maximale concernant ce genre de crime. Malgré ça, la meurtrière refuse d'admettre sa culpabilité. Elle va même dire toutes les choses suivantes. « Je dois vivre avec une grande culpabilité pour ne pas avoir pu arrêter l'attaque. Et maintenant j'en paie le prix. La famille de Kelly a une faim, mais elle n'a pas le droit à la justice parce que je n'ai pas tué Kelly. » Sheila est aujourd'hui incarcérée à l'établissement correctionnel Lowell d'Ocala, qui se situe dans l'État de Floride. En mai 2015, une cagnotte a été créée par ses proches afin de lever des fonds pour Sheila. Convaincu de son innocence, il relate les faits comme si l'arrestation de Sheila était une erreur. À ce jour, cette cagnotte en ligne n'a récolté que 60 $ sur les 10 000 $ escomptés. On n'a jamais eu le fin mot de l'histoire concernant le meurtre. On ne sait pas non plus qui a poussé Sheila à conduire d'elle-même ses fils auprès du cadavre de Kelly. Daniel Trott, mari de Sheila et amant de Kelly, ne s'est jamais exprimé auprès des médias au sujet de l'affaire. Par son acte, Sheila a bouleversé à la fois la famille de la victime, mais la sienne. Ses fils ont témoigné contre elle, tout comme son ex-mari. Si sa mère l'a crue innocente jusqu'au bout, elle a elle-même reçu les confidences d'un crime l'ayant conduit à la dénoncer à la police. Les proches de Kelly se souviendront d'elle comme une femme combative et déterminée. On se retrouve pour la conclusion de notre affaire avant de passer à notre histoire bonus. Comme vous venez de le voir, l'histoire est complètement loufoque. On est sur une histoire d'adultère, de tromperie, de vengeance, enfin un véritable bourbier. C'est tellement un gros bourbier qu'à la fin, on sait pas vraiment pourquoi il s'est passé tout ça. Alors il y a plein de théories comme on vient de le voir, mais j'aimerais avoir vos avis dans les commentaires sur ce que vous en pensez. Selon vous, pourquoi Sheila a eu des actions aussi bizarres en ramenant ses fils jusqu'au cadavre par exemple? Est-ce qu'elle était atteinte d'un trouble mental peut-être? Ou sans doute sa culpabilité qui l'a poussée à révéler le meurtre? Beaucoup de questions qui restent aujourd'hui sans réponse. J'attends vos hypothèses dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sheila était une femme ambitieuse, ayant mené plusieurs vies. Elle avait la passion de la mer au point de devenir instructrice de plongée. Cet attrait pour la mer l'amène à effectuer plusieurs choix dans la vie. Sheila n'hésite pas à quitter le Canada pour effectuer ses études en Floride. Alors qu'elle se trouve à l'université, elle fait une rencontre décisive, celle de Daniel Trott. Les deux jeunes gens se plaisent et ils deviennent rapidement un couple. Comme Daniel a l'ambition de devenir pilote, il faut travailler dur. Daniel obtient finalement sa licence de pilote. Le couple se marie après plusieurs années de relation. 2 garçons naissent successivement après l'union. Sheila se dirige vers de nouveaux horizons professionnels, devenant agent immobilier. Au début des années 2000, son mari devient maire de la ville dans laquelle il réside. Les garçons ont grandi. Quand Sheila se rend compte des actes infidèles de son mari, elle le confronte tout d'abord. L'homme va nier mais ne change pas. La femme bafouée décide alors de divorcer. C'est à ce moment précis que la situation dégénère. Sheila retrouve une amie de longue date, Kelly, qui se retrouve également sur le chemin de Daniel. Daniel et Kelly se plaisent et une relation va naître. Sheila voit le truc venir et ça devient un cauchemar pour elle. Son amie et son mari sont ensemble alors qu'elle est en instance de divorce. C'était insupportable pour elle. Sheila tue Kelly le 15 février 2010. C'est suite à un épisode qu'on pourrait qualifier de psychotique que son crime est révélé. D'autant plus terrible, ce sont ses fils qui ont découvert le cadavre de Kelly. Ici, mes pensées vont aux proches de Kelly. Ils ont appris coup sur coup qu'elle était morte et que sa meurtrière était son amie. Il y a également la brutalité du crime. Le motif du crime est le fait que la meurtrière ne reconnaisse pas les faits. Cette dernière, condamnée à perpétuité, a peu de chances de sortir de prison avant plusieurs années. Ici, je pense également à Grayton et Graham qui, malgré leur jeune âge, ont fait face à de terribles épreuves. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais avoir vos avis concernant cette affaire dans les commentaires. Maintenant, il est temps pour nous de passer à notre deuxième histoire. Let's begin! Au moment de notre histoire en 2015, Natalia Jeanne a 19 ans et elle est sans emploi. C'est une jeune femme blonde, ravissante et souriante. Elle vit avec sa mère et c'est une personne semble-t-il sans histoire.
Elle est décrite comme douce, obéissante, même si elle est parfois têtue et obstinée. Si la jeune femme se dispute quelquefois avec sa mère, ce n'est jamais pour de mauvaises intentions. La mère et la fille ont une belle relation et ils s'entendent très bien. D'ailleurs, c'est important d'être en bon terme avec ses parents. C'est une bonne chose. Maria José remarque cependant que le tempérament de sa fille change au bout d'un moment. Natalia semble un peu nerveuse, même déprimée. La mère de la jeune femme met ce comportement sur le compte de la situation professionnelle de Natalia. Elle devait se dire que c'était juste de passage et que ça allait lui passer. Après tout, ce sont des choses qui arrivent à peu près à tout le monde. Du coup, pas de quoi s'inquiéter normalement. Natalia quitte le domicile familial le 5 mars 2015, comme elle avait l'habitude de le faire. Elle sortait tout simplement. La journée se passe tranquillement et la fin de journée approche. Maria José, n'ayant aucune nouvelle de sa fille, tente de la joindre sur son téléphone portable. Elle essaye à plusieurs reprises au cours de la journée, mais ce sera sans succès. Comme elle n'a aucune nouvelle de sa fille, elle se rend le lendemain à la police pour signaler sa disparition. La mère était inquiète. Ce n'était pas dans le tempérament de Natalia de ne pas répondre à des messages ou des appels, et surtout de sa maman. La police de la division des stupéfiants de l'État, ainsi que la brigade des homicides, se mettent sur le coup. La disparition de Natalia est prise très au sérieux, et ils vont tout faire pour la retrouver. C'est 2 jours après le dernier signe de vie que son corps est retrouvé dans un terrain vague le 7 mars 2015. Elle était dans la ville de Maringa, dans l'état de Paraná, au sud du pays. Un immense sac plastique noir a été retrouvé aux alentours de 2 heures du matin, qui laissait peu de place au doute sur son contenu. Le corps de Natalia se trouvait dissimulé dans un buisson. Suite à ça, après la découverte du corps, 3 hommes sont mis en état d'arrestation. Ils sont déjà connus pour des histoires de drogue, et l'un d'entre eux est soupçonné d'un meurtre ayant eu lieu à Maringa. C'est donc loin d'être des enfants de cœur, comme dirait l'expression. Ces hommes étaient très sombres et ils avaient un lourd passé. Et leurs prénoms sont les suivants: Jonathan Nathaniel Francisco da Silva, John Weberton Alves Costa et Victor Hugo de Lima Bueno. Ici, les informations sont un peu floues. On ne sait pas si les arrestations ont eu lieu après l'examen du corps de Natalia, ou suite à la découverte de traces ADN, ou suite à des témoignages. Parfois, on n'a pas toutes les informations, surtout sur des sujets aussi complexes et inédits. Ce sont des affaires très compliquées à traiter, et je vous avoue que souvent, c'est frustrant. Enfin bon, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils connaissaient la victime, mais ils assurent qu'ils n'ont eu aucune intention de lui donner la mort. Ils faisaient une sorte de roulette russe, et malheureusement, la soirée a mal tourné. Je vais vous expliquer en quoi consiste le principe d'une roulette russe, même si pour beaucoup, vous le savez. Mais c'est important que j'explique ça quand même. Si cela semble être un jeu, je tiens à dire que non, c'est même le contraire. Vous êtes plusieurs autour d'une table en général, et vous avez un revolver avec vous. L'arme contient qu'une seule balle, et les différents joueurs entre guillemets doivent prendre l'arme et faire comme s'ils se tiraient une balle dans la tête. Celui qui reçoit la balle est techniquement la personne qui a perdu. C'est hyper dangereux, et le fait qu'on indique que la soirée a mal tourné, c'est vraiment ironique. Une roulette russe ne peut que mal tourner par définition. Bref, on revient à notre affaire. Natalia aurait consommé de la drogue avec les 3 individus. Elle aurait défié Victor Hugo de Lima Bueno de pointer son revolver sur elle et de tirer. Étrangement, l'homme n'aurait pas hésité à tourner son arme vers son ami et à activer la gâchette. Et je peux vous dire qu'elle est morte sur le coup. Il l'a littéralement tuée. Suite à ce geste fou, il vient de tuer son ami. Une perquisition est réalisée dans la maison de Jonathan Nathaniel, le lieu du crime. Les autorités découvrent de la marijuana et de la cocaïne ainsi que des traces de sang. Une photo de groupe est retrouvée sur les lieux. On peut y découvrir 2 des 3 suspects, Natalia ainsi qu'une 2e jeune fille. Les enquêteurs qui n'avaient jusque-là pas connaissance de cette 4e personne se lancent à sa recherche. La jeune fille de 16 ans dont on ne connaît pas le nom a disparu. Son témoignage est crucial afin de savoir plus en détail le déroulement de cette tragique soirée. Elle est localisée à Londrina le 9 mars, ville située à une centaine de kilomètres de Maringa. Elle a trouvé refuge chez un oncle qui exerce la profession d'agent pénitentiaire. Originaire de Sao Joao, elle vivait depuis quelque temps à Maringa, après avoir rompu les liens avec sa famille. Je me dis que cette fille devait être terrorisée pour aller aussi loin de sa ville, à se demander si elle ne craignait pas elle-même pour sa vie. Quand il la trouve, la jeune fille est conduite au commissariat de police pour être auditionnée. L'entrevue dure 3 heures au total. Elle détaille tout ce qu'elle sait au sujet de la soirée au délégué Diego Elias. D'après ses dires, l'idée de la roulette russe venait de Natalia elle-même. C'est à ce moment-là que le revolver a été pris et qu'une balle a été insérée dans le barillet de l'arme. La partie s'est déroulée vers la fin d'après-midi
et l'adolescente a été la première à se lancer. L'adolescente raconte ensuite que c'était à Victor Hugo de Lima de passer. Et ici, elle indique qu'il a tiré sans tirer. Je vous avoue que j'ai pas tout à fait compris cette tournure de phrase. Est-ce qu'il a appuyé sur la gâchette sans que cela ne provoque le tir, ou est-ce qu'il n'a pas du tout pressé la gâchette? Victor Hugo de Lima a fait une deuxième tentative, voyant que cela n'avait pas activé le mécanisme de l'arme. En gros, ce que je comprends, c'est qu'il a tiré 2 fois d'affilée, donc elle avait encore plus de chances d'y passer. C'est un grand malade. Déjà que le jeu est complètement débile, alors tirer 2 fois d'affilée, mais elle avait aucune chance. Déjà, faut être complètement barjot pour jouer à la roulette russe, sérieux. À quel moment tu fais ça? À part si on t'oblige peut-être. Les 3 hommes présents autour de la table ne semblent pas réellement paniqués par ce qu'il vient de se passer. Jonathan Francisco da Silva verrouille sa maison et le corps est laissé à l'abandon. Les 3 individus conduisent l'adolescente témoin de la scène dans un bar. Arrivée dans l'établissement, la jeune fille est briefée par John. Il est nécessaire que la version qu'il ait des faits s'accorde avec celle des individus. Si la police vient à se mêler de cette histoire, il faut qu'ils ont tous la même version. Vous trouvez pas que c'est un peu bizarre comme procédé? C'est même très suspect. À première vue, c'était censé être un accident. Mais quand on apprend tout ça, ça en a pas l'air du tout. Si c'était réellement un accident, ils avaient peut-être peur d'être accusés de meurtre. Les 3 hommes sont connus des services de police après tout. Donc c'était possible. La jeune fille se sent menacée. Elle comprend assez facilement que si elle parle à la police de cette terrible journée, elle pourrait avoir de sérieux ennuis. L'adolescente a peur de connaître le même sort que Natalia. C'est en larmes qu'elle explique aux enquêteurs avoir préféré fuir Maringa pour se protéger. Elle a rejoint sa ville d'origine, mais tout le monde savait qu'elle était témoin d'un meurtre, ce qui pouvait contraindre à sa sécurité. L'adolescente trouve alors refuge chez son oncle par la suite à Landrina. Elle révèle que la photo de groupe retrouvée dans la maison de Jonathan Nathaniel Francisco a été prise quelques minutes seulement avant le jeu macabre. C'est John Weberton qui a pris la photo du groupe. Natalia n'y apparaît ni malheureuse ni terrifiée. Elle était loin de se douter de ce qui allait lui arriver par la suite. L'adolescente est rapidement écartée de la liste des suspects. Son témoignage a permis d'éclaircir plusieurs zones d'ombre, et en aucun cas elle a participé à la dissimulation du corps. Elle est même directement mise en liberté suite à sa collaboration avec la police. La mère de la victime, Maria José Germano, refuse de croire que la mort de sa fille est accidentelle. Elle prend la parole dans les médias locaux afin de démentir les témoignages des suspects. Natalia a connu la mort dans la maison de Jonathan Nathaniel, qui était connu pour être un lieu où la drogue circule. La mère Maria déplore le sort tragique connu par Natalia et n'hésite pas à présenter ses hypothèses à la presse. Elle était bavarde, elle a peut-être fait une sorte de commentaire et a été tuée. La mère de la victime raconte que Natalia était au chômage et s'était rendue à un entretien d'embauche le matin même de sa mort. En aucun cas la jeune femme de 19 ans n'était impliquée dans un trafic de drogue et elle n'était pas non plus consommatrice de stupéfiants. Elle souhaitait avancer dans la vie après une certaine période sans emploi stable. Le seul défaut qu'elle pouvait avoir, c'était seulement d'avoir des connaissances peu recommandables. En plus de tuer ma fille, ils ont jeté son corps dans un buisson, comme un chien. Ça m'a fait trop de mal et ce sera avec moi pour toujours. Voici les tristes paroles de la maman. Nathalie a été sa fille unique, donc ça rend encore l'histoire plus triste. Elle a perdu l'une des seules personnes qu'elle aimait, son pauvre enfant. Ici, on ne peut comprendre que totalement la mère qui doit être dévastée. Les mots de cette maman sont déchirants et la douleur inimaginable. Jonathan Francisco, Victor Hugo Lima et John Weberton sont accusés tous 3 de meurtre aggravé. À cela se rajoute la dissimulation du corps de Natalia, le trafic de drogue et association de malfaiteurs. Le délégué de l'État Gustavo Alves déclare les choses suivantes. La victime Natalia aurait joué avec l'un des suspects. Il a eu le courage d'activer le revolver quand il l'a regardé dans les yeux et a tiré le coup qui a causé la mort de la victime. Après avoir tué la jeune femme sur place, les 3 hommes ont emballé le corps de la victime. Ils l'ont mis dans leur véhicule et pour cacher le corps, l'ont jeté dans les buissons à proximité de l'avenue Kakogawa. Il est clair que cette histoire est très mystérieuse et il y a beaucoup trop de zones d'ombre. Par contre, le délégué dans sa déclaration, il a un peu fumé je trouve. Dire qu'il a eu le courage d'activer la gâchette, c'est bizarrement dit, je trouve. Enfin bon, la police ne s'arrête pas à l'arrestation des 3 individus. Elle pense trouver d'autres liens avec le meurtre. On peut s'interroger sur le motif de la mort de Natalia. La jeune femme savait peut-être quelque chose dont elle n'aurait sans doute jamais dû avoir connaissance. Les procès concernant la mort de Natalia Jeanne Germano interviennent 2 ans après la disparition de la jeune femme. Le 12 avril 2017, les peines de prison
tombe. Victor Hugo de Lima Bueno, 20 ans, est condamné à 7 ans de prison pour homicide involontaire. L'homme étant en prison depuis le début de l'affaire, il peut quitter sa prison pour effectuer le restant de sa peine en dehors d'un milieu carcéral. Ses deux complices, Jonathan Nathaniel Francisco da Silva, 23 ans, et John Weberton, 18 ans, sont condamnés à 1 an de prison. Oui, t'as très bien entendu, 1 an de prison. Ils ont été condamnés dans le cadre de la dissimulation du corps. À force de faire des affaires, les peines de prison ne me choquent même plus. Je vous laisse juste réagir dans les commentaires, parce que vous me connaissez, je vais m'énerver sinon. C'est totalement absurde. Et le pire, c'est qu'à l'heure où je vous parle, ils sont en liberté. Ils ont déjà fait les 1 an, étant emprisonnés juste après la découverte de Natalia. La mère de Natalia est dévastée par le verdict donné aux 3 accusés. Pour elle, les peines de prison sont trop clémentes. Sa fille n'est plus de ce monde, bordel. Et on la comprend totalement. Sa fille est morte et eux sont en liberté. Ils sont sûrement là en train de continuer leur magouille, alors que elle est pas du tout vengée. J'arrive même plus à parler tellement c'est absurde. Bref, la vie de Natalia valait bien plus que ça. Un 4e homme est soupçonné de complicité dans les faits. Van Allen Dias da Silveira. Il a 24 ans, mais n'a pas participé à la soirée en elle-même, mais aurait été contacté par les suspects de la première heure. Si l'homme se retrouve au tribunal pour convenir de sa participation, rien ne permet de concrétiser sa présence dans la dissimulation du crime. L'homme qui a comparé libre est acquitté par un jury au forum de Maringa le 27 mars 2019. Le président du jury et le procureur ne font pas appel à cette décision de justice. Il vit à Santa Catarina et travaille dans le milieu funéraire. Comme c'est bizarre. Ici, je n'ai pas trouvé de source, d'article de presse renseignant comment les autorités brésiliennes sont tombées sur cet homme. Je vous avoue que c'est assez troublant dans un travail de recherche pour une affaire de découvrir des noms comme ça, débarqués de nulle part, 4 ans après les faits. Cette affaire peut être présentée sous 2 angles, ce qui peut largement altérer notre perception des faits. Natalia aurait défié Victor Hugo de Lima Bueno de lui tirer dessus avec une arme et celui-ci n'aurait pas hésité. La deuxième version laisse entendre que le tireur aurait procédé sans que Natalia ne l'invite à le faire. On peut parler également de la question de la drogue. La jeune femme en avait apparemment consommé avant que la partie de roulette russe ne débute. Je ne sais pas si la victime consommait régulièrement de la drogue, mais on peut supposer qu'elle était dans un état second, qu'ici elle ne pensait pas vraiment ce qu'elle disait quand elle a voulu que son ami lui tire dessus. Puis sérieusement, quel type d'ami pointe un flingue sur la tête d'une autre personne? Il faut être dérangé d'une certaine manière. C'est très dangereux et la preuve, Natalia est morte. Les victimes auraient toutes été tuées par des amis ou des connaissances. C'est là qu'on peut se demander quel sens a le mot amitié, sérieux. Comment tu peux faire confiance quand t'entends des histoires pareilles? C'est pour ça que des fois je le dis, c'est dur d'avoir de vrais amis sur qui tu peux compter. Ce monde est rempli de tarés, donc choisissez bien vos amis. Enfin bon, en tout cas, j'ai hâte de découvrir vos théories en commentaire. Je vous remercie comme d'habitude de m'avoir écouté et c'est toujours un plaisir de vous voir aussi nombreux. Je vous promets pour votre fidélité et votre bienveillance, vous méritez tous des petits bisous. Là dans vos yeux, je suis en train de voir votre euphorie. Vous êtes un peu comme la petite créature là, qui est là depuis le début de vidéo là, en train de sautiller. Ouh, je suis un taré. Non, plus sérieusement mes petits abonnés, merci du fond du cœur. J'aime bien vous taquiner parfois, de toute façon vous me connaissez à force. Sur ce, j'espère que tu as passé une belle semaine et que la prochaine semaine sera encore plus belle, vraiment. En tout cas, prends bien soin de toi et tes proches et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.